Bonjour, bienvenue sur ce deuxième numéro de Podcast Science. Salut Mathieu. Salut professeur Fun, ça va? Ouais, ça va super bien, j'ai passé une excellente semaine. Et toi, bien rentré? Écoute, très bien, là je suis bien rentré de nouveau à Barcelone, j'ai retrouvé mes petites habitudes, donc tout va bien. T'as retrouvé le soleil? J'ai retrouvé le soleil, bon aujourd'hui il pleuvote un petit peu, mais sinon ouais, il y a eu des bonnes journées. Bon alors ça va, je suis pas jaloux, parce qu'aujourd'hui il fait un peu gris et moche là sur Lausanne, c'est pas terrible. Et puis j'ai eu une petite pensée pour toi aujourd'hui en me disant merde, à Barcelone il doit faire beau. J'étais un petit peu jaloux. Bon, ça va bien. Non, bah aujourd'hui non, pas trop en fait. Ok, euh, ouais, on va entrer rapidement dans le vif du sujet. On a eu plein de retours, hein. Ouais, alors on voulait vous remercier là, parce qu'après ce numéro, on a eu de nombreux encouragements, des super commentaires, donc ben, ça nous motive bien pour la suite des épisodes. Donc merci à tous. N'hésitez pas à continuer à mettre vos commentaires. Je crois qu'on a aussi accumulé un nombre fulgurant de fans sur notre Facebook page. Mais ouais, on a 20 fans, moi j'en reviens Ouh pas. là 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 Ouais. là là là. Ça Ah, c'est un, ouais, un il y a beau plein de gens qu'on numéro. connaît. Ouais, 20 la première semaine, tu te rends compte, c'est fou quoi. Mais bon, c'est la magie des réseaux sociaux. Mais il y a des personnes que je connais, manifestement des personnes que tu connais aussi, puis il y a des gens, on sait pas d'où ils sortent, quoi. Je trouve ça absolument fabuleux. Ouais, il y a deux trois têtes qu'on connaît pas. Ben tant mieux quoi. Ah ouais, Et bah bienvenue, bienvenue, bienvenue à eux, ouais. exactement, bienvenue. Ouais. Passez le mot d'ailleurs, répandez la bonne parole, invitez vos amis. Plus il y aura de monde sur Facebook, enfin plus il y aura de monde partout, plus il y aura de commentaires partout et plus on est heureux. Euh, un truc auquel on pense pas, c'est qu'on peut commenter sur iTunes. Si jamais, n'hésitez pas, ça peut faire, ça peut faire remonter notre cote, on peut nous trouver plus facilement. Donc ouais, lâchez un petit commentaire sur iTunes si vous trouvez le podcast sympa, si vous trouvez qu'il y a des choses à améliorer, vous pouvez le dire là aussi. Enfin, n'hésitez pas, quoi, interagissez. Pour nous, c'est vraiment super cool, on adore. Tout à fait. Alors, je crois que tu voulais aussi nous parler de quelques autres podcasts en français sur la science qui ont vu le Exactement. jour récemment. Ouais, c'est drôle, tu sais, il paraît que quand les Américains ont inventé le Concorde, enfin je me lance là sans savoir de quoi je parle, c'était peut-être même pas des Américains, mais en tout cas quand les Occidentaux ont inventé le Concorde, il y avait une équipe en URSS qui était prête avec quasi le même concept. Il y a des époques comme ça, tu vois, pour les grandes idées, pour les grands concepts. Bah, il semblerait que pour le podcast amateur scientifique en langue française aussi, c'est-à-dire que quand on a pris la décision de démarrer il y a quelques mois, c'était au printemps, puis on a fait quelques essais comme ça, puis on a décidé qu'on démarrerait après les vacances, mais enfin, ça fait un moment que l'idée est dans l'air. Il y avait personne. Il y avait absolument personne dans le paysage du podcast amateur sur ce segment spécifique en français. Et puis aujourd'hui, il y a plein de monde. Alors Ah ouais. voilà, je voulais peut-être juste faire un petit point là-dessus, indiquer qui il y a, et puis faire un petit coucou, un petit clin d'œil à tout le monde, parce que c'est quand même plutôt chouette, quoi. Plus on est de fous, plus on rit, et à croire que ça correspond à un besoin quand même. Alors soit un besoin de gens comme nous autres de s'exprimer, mais j'espère que ouais, chacun trouvera son audience, et puis que ça reflète aussi un véritable intérêt pour le sujet, quoi, dans le public. Donc je voulais juste dire un mot sur Écoute la science, qui est un podcast audio de Quentin, qui a produit 2 numéros depuis juin 2010. Donc l'adresse c'est écoutelascience.fr. C'est pas faux, un podcast vidéo cette fois-ci d'Antoine, Un vidéocast. un vidéocast, ouais. Donc qui a publié un numéro en août 2010 sur le laser, et puis il a un concept intéressant. Il a depuis publié un numéro spin-off qui revient sur certains détails pour les approfondir. Je crois que le deuxième numéro est pour bientôt. Le nom du podcast, donc c'est pas faux. L'adresse c'est pas faux, CESTPASFAUX.tv. Et puis un troisième podcast, alors peut-être un peu moins amateur là, parce que c'est... Enfin, note que je sais pas pour les deux premiers, ce sont peut-être des scientifiques à avoir leur niveau de maîtrise, je pense qu'ils sont en tout cas moins amateurs que moi. Euh, la troisième, car c'est elle s'appelle Florence, son podcast c'est Actu Science, c'est un podcast audio également. Donc elle est docteur en biologie marine, elle est passionnée de ce qu'elle fait et puis elle partage sa passion. Elle aussi a publié 2 numéros depuis juillet 2010.
L'URL, bon, c'est un peu moins marketing, là, c'est http://, il n'y a pas les W initiaux, c'est pour ça que je précise tout. Donc c'est dufour-florence.com, dufour-florence.com/podcast.html. Je crois qu'il vaut mieux lancer une recherche dans Google, en fait, c'est plus sûr. Puis évidemment, on publiera les liens sur notre blog. Donc voilà, petit clin d'œil à tous ces gens. J'espère qu'il y en aura d'autres dans le paysage. Comme quoi, une excellente idée ne vient jamais seule. Et peut-être d'éventuelles collaborations à venir aussi. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Effectivement, on peut imaginer de s'inviter mutuellement. Enfin, je suis convaincu pour le moment, on débute tous. Donc, à part Florence qui est spécialisée dans tout ce qui est biologie marine, et puis encore, elle s'aventure dans d'autres sujets de la science. Je pense qu'on va petit à petit tous trouver nos marques, peut-être se trouver une spécialité, peut-être un ton ou quelque chose. Enfin, on aura chacun une identité propre. Et puis ouais, je pense que ça pourrait tout à fait faire sens d'échanger, quoi. En tout cas, on lance l'appel, nous on est ouverts. Et puis bienvenue à tous aussi dans ce petit monde de podcast, à tous ces nouveaux podcasteurs. On est tous contents de faire la même chose visiblement, donc c'est super. Ouais, très cool. Alors Mathieu, toi, tu nous as préparé un petit quelque chose sur l'élixir de l'amour. Eh oui, eh oui. Je me réjouis d'entendre ça. L'élixir de l'amour. Alors, pardon. Alors, en fait, je sais pas si tu as remarqué, mais on voit de plus en plus sur Internet, via des sites ou des courriers spam, des produits. On essaye de nous vendre des produits qui seraient des élixirs de l'amour. Donc, des sortes de produits qui nous rendrait super amoureux, super sympa avec tout le monde, super peace and love. Alors, c'est intéressant de savoir ce qu'il y a un petit peu derrière ces produits, en fait. En fait, la plupart de ces produits, ils ont ce qu'on appelle de l'ocytocine synthétique. Ok. Alors, l'ocytocine, c'est quoi? À la base, c'est une hormone que chaque être humain a dans son corps. Donc, c'est une hormone qui a différents rôles. Elle a un de ses rôles qui est dans le comportement sexuel et un autre qui agit sur des mécanismes cérébraux liés à la confiance qu'une personne peut avoir vis-à-vis d'une autre personne. D'accord? Ok. Donc si on regarde un petit peu plus près, cette hormone, elle est libérée dans des moments très précis lors d'une relation amoureuse entre deux personnes. Par exemple, on voit que cette hormone a un rôle à jouer dans l'attirance physique qu'on peut avoir vis-à-vis d'une autre personne. Donc quand on tombe amoureux, cet état un peu bizarre dans lequel on est quand on est amoureux, c'est aussi lié à cette hormone. Et D'accord. aussi, ouais, et il y a aussi l'attachement dans le couple entre deux personnes, le lien entre l'homme et la femme du couple qui se crée dans un couple, c'est aussi lié à cette hormone. Tout ce qui est câlin, délire sexuel et même l'orgasme sont aussi des effets liés à cette hormone qui est répartie dans notre corps humain dans ces moments-là. Et on peut voir des choses amusantes parce que dans l'accouchement d'une femme, on voit ces dernières années que de plus en plus les femmes, quand elles ont un accouchement, elles le font sous analgésique pour éviter des douleurs, parce que c'est vrai que c'est quand même assez difficile. Mais en fait, on a fait des études et on a remarqué que si on ne donnait pas d'analgésique aux femmes lors d'un accouchement, ben cette hormone, l'ocytocine, intervient et elle a des effets assez surprenants. Par exemple, on voit qu'une femme qui n'a pas pris d'analgésique, après son accouchement, elle se retrouve un peu comme en train de flotter sur un petit nuage, comme si elle était sur une autre planète. Et ça, cette impression, c'est directement dû à l'ocytocine. Et il y a aussi une perte de mémoire, une sorte d'amnésie temporaire qui apparaît chez la femme, qui fait qu'elle oublie les moments difficiles qu'elle a eus lors de l'accouchement. On voit aussi que le baby blues, donc le baby blues, c'est cette fameuse dépression qu'ont les femmes après un accouchement, il est beaucoup moins dur. Postpartum. Ouais, postpartum, il est beaucoup moins dur pour les femmes qui n'ont pas pris d'analgésique, donc chez lesquelles l'ocytocine a eu son effet. L'ocytocine a eu son effet. Donc le baby blues est beaucoup moindre chez les femmes qui n'ont pas pris d'analgésique. On voit que c'est aussi un lien direct lorsque le bébé naît, lorsque la femme prend le bébé dans ses bras, le lien très fort qui les unit directement après l'accouchement.
ce lien, cette sensation qu'a la femme lorsqu'elle prend son bébé, c'est aussi dû à cette hormone. Donc toutes ces choses-là, c'est cette hormone qui intervient, par exemple, elle intervient aussi lorsqu'on... Justement, cet effet dans lequel la femme se trouve juste après l'accouchement, d'être un peu sur un nuage et d'avoir une sorte d'amnésie un peu temporaire, permet à la femme, très rapidement après l'accouchement, de penser déjà à avoir un nouveau bébé, sans penser à toutes les difficultés que ça peut amener, qu'elle a eues durant sa grossesse, durant son accouchement. Donc c'est une sorte d'effet amnésique temporaire assez intéressant, je trouve. On voit aussi que lors de l'allaitement, il y a aussi cette ocytocine qui a un rôle. Par exemple, l'éjection du lait du sein de la femme dans la bouche du bébé est un réflexe qui est dû à cette hormone. Et durant l'allaitement, on a remarqué aussi que les femmes ont un peu des pertes de mémoire. Donc c'est directement lié à cette ocytocine. En plus, on a fait tout un certain nombre d'études dans des populations ethnographiques complètement différentes sur la planète. Et on a remarqué que l'amour romantique, donc le romantisme, qui peut être se balader main dans la main, avec notre compagnon, notre compagne, un peu béat, en regardant le coucher du soleil, on a remarqué que cet amour romantique se retrouve dans toutes ces populations ethnographiques. Donc c'est pas tant un phénomène culturel, mais bien un phénomène physiologique, qui est dû aussi à cette hormone, à l'ocytocine. Et cette ocytocine a non seulement donc des effets sur l'accouchement des femmes, sur l'allaitement, sur l'accouplement, mais elle implique aussi certains mécanismes dans le cerveau liés à la confiance qu'on peut avoir vis-à-vis d'une autre personne, à la générosité, à l'altruisme. On a fait une expérience assez intéressante. On a pris 60 volontaires. À certains, on leur a donné de l'ocytocine et à d'autres, on leur a donné un placebo. D'accord ? Ok. Et ce qu'on a fait, on a imaginé un jeu basé sur la confiance, qui est le suivant. En fait, il s'agissait qu'un certain nombre de volontaires recevaient une quantité d'argent. Et ils pouvaient prêter cet argent à un partenaire en espérant que le partenaire, son rôle était de tripliquer la somme d'argent qu'on lui prêtait. D'accord ? Donc il y avait de fortes chances que le partenaire triple la somme qu'on lui prêtait. Mm-hmm. Et on disait que normalement, ils pouvaient récupérer leur argent après avoir tripliqué la somme, et en plus peut-être un petit bonus, une sorte de petit intérêt pour avoir prêté l'argent et avoir fait gagner de l'argent à son partenaire. Donc on a regardé qui, de ceux qui avaient pris de l'ocytocine et ceux qui avaient pris un placebo, qui avaient prêté plus d'argent. Alors on s'est rendu compte qu'effectivement, ceux qui avaient pris de l'ocytocine avaient globalement prêté plus d'argent à des partenaires que ceux qui avaient pris un placebo. Mais, il y a toujours un mais, faut pas croire qu'on devient avec une confiance complètement aveugle, parce qu'on avait aussi défini dans cette expérience 2 types de profils de partenaires. Il y avait des profils qui inspiraient la confiance, c'est-à-dire on décrivait ce que faisait la personne dans la vie, ses activités, et c'était des descriptions qui favorisaient la confiance. Et il y avait d'autres profils qui ne favorisaient pas la confiance. Donc on a vu que dans les profils qui favorisaient la confiance, effectivement les volontaires qui avaient pris de l'ocytocine avaient prêté plus d'argent. Mais pour les profils qui n'inspiraient pas la confiance, ils n'avaient pas prêté plus d'argent que ceux qui avaient pris un placebo. Ok, donc ça rend plus confiant, mais pas plus bête. Mais pas aveugle non plus. Quoi. Donc faut pas croire que si vous avez un gros client, pour lui faire signer un contrat... il suffit de le gaver d'ocytocine. Et puis il va tout signer sans réfléchir. Non, faut pas croire ça. Mais bon, c'est une hormone intéressante. Alors c'est vrai que maintenant on vend toutes sortes de produits sur Internet basés sur des molécules synthétiques. Alors bon, faut faire très attention avec ce qu'on vend sur Internet. On le dira jamais assez. Mais voilà pour cet élixir de l'amour en fait. Ouais, donc il y a quand même une explication scientifique derrière. Derrière ces filtres. Toutes ces sensations amoureuses qu'on peut avoir, ouais. Ouais, c'est super intéressant. Bon, je sais pas si on va se faire des copines suite à ton discours sur les analgésiques lors de l'accouchement.
Bah écoute, c'est comme ça, c'est la nature. La nature est une chose. Après, bon, chacun fait son choix de passer un accouchement avec des analgésiques ou pas. Mais il faut savoir, c'est qu'on a quand même, la nature est bien faite, hein. On a des hormones qui arrivent quand même à réguler certaines choses lors de l'accouchement. Et c'est quand même Ouais, ouais, assez ouais. intéressant. Non, à défaut d'avoir trouvé une hormone qui enlève les douleurs, la nature Ouais. a trouvé une hormone qui efface le souvenir de la douleur. Et ça, c'est le C'est une souvenir. stratégie comme une autre, quoi. Exactement, exactement. Ouais, bah ouais, c'est super intéressant. Écoute, moi j'avais aussi une petite news. J'avais envie d'être beaucoup plus concret cette semaine parce que la semaine dernière on est parti avec des sujets quand même un peu hard, quoi. On était Euh, assez théorique ouais, la semaine exactement. précédente. Ouais, ouais. Alors moi j'avais envie ouais, qu'on revienne un peu les pieds sur terre. Et puis un des sujets que j'ai relevé, c'est un sujet vachement intéressant qui a l'air aussi un peu magique comme ça sur le ciment qui se répare tout seul. D'accord. Alors, comment ça marche? Le ciment qui se répare tout seul? Non, attends, là, ça va pas, ça, il faut pas que je la refasse, ça me rappelle des souvenirs d'enfance. Euh, c'est des chercheurs de l'université de technologie de Delft aux Pays-Bas, un microbiologiste qui s'appelle Henk Jonkers, qui a travaillé main dans la main avec des ingénieurs, ce qui est déjà assez rare. Euh, et puis lui, il avait pour objectif d'essayer de trouver un moyen de produire des murs qui se réparent tout seuls. Alors, comment il s'y est pris? On connaît toutes sortes de bactéries qui sont déjà utilisées dans la nature, qui produisent des minéraux, en fait, par leur mécanisme de digestion. Euh, ou en tout cas par leur métabolisme, disons, pour être plus correct. On en utilise déjà aujourd'hui pour durcir le sable, pour réparer des fissures dans du béton. Mais le problème, c'est que le processus, le processus se pose deux problèmes qu'il s'agissait de résoudre. Le premier, c'est que cette synthèse des carbonates de calcium bah, génère énormément d'ammoniac, qui est extrêmement toxique, même en quantité réduite. Donc, ça veut dire que pendant l'opération, il faut porter des masques, quoi. Il faut s'éloigner, on peut pas faire ça dans un environnement de tous les jours. Puis l'autre problème, bah, il est beaucoup plus prosaïque, il est beaucoup plus simple. C'est que dans la mesure où ces bactéries étaient appliquées manuellement, bah, il fallait des ouvriers qui viennent les appliquer, puis qui viennent boucher toutes les fissures. Donc du coup, c'était pas tellement automatique. Alors Yonkers, ce qu'il a fait, c'est il a cherché, il a passé des années à chercher différentes souches de bactéries qui répondent à plusieurs critères. D'abord, il fallait qu'elles puissent vivre endormies, joyeusement enterrées dans du ciment pour des périodes prolongées. Puis là, il en a trouvé qui peuvent tenir pendant 200 ans, comme ça, sans bouger, sans mourir, qui sont en état dormant. Et puis, il fallait qu'on puisse les activer d'une manière ou d'une autre, et surtout qu'on les protège de l'environnement. Donc ce qu'il a fait, c'est qu'il les a enfermés dans des bulles, euh, dont j'ai oublié maintenant de quoi elles sont faites. Des petites boules de céramique, donc poreuse, qui est sensible à l'eau, mais qui permet à la bactérie de rester dans son état végétatif. Tant que tout est sec dans le mur, parce qu'il n'y a pas eu de craquelure, de fissure, euh, il ne se passe rien. Mais à partir du moment où il y a une fissure et donc de l'eau s'infiltre, eh ben ça réveille la bactérie qui est endormie là avec ses provisions de nourriture, histoire de pouvoir se mettre à bosser quand elle se réveille. Et puis la bactérie, ce qu'elle fait, ben, c'est qu'elle commence tout de suite à produire du calcaire. Elle bouche le trou et puis une fois que c'est fait, elle se rendort parce qu'il y a de nouveau plus d'eau qui arrive. Je trouve ça absolument formidable. Les problèmes d'ammoniac, du coup, n'existent plus parce qu'il y a quand même un mur entre deux, même s'il y a des fissures un peu partout. La bactérie, dans sa bulle de céramique, reste isolée de l'environnement. Du coup, pas d'émission d'ammoniac, pas besoin d'envoyer des ouvriers réparer les fissures. Le mur se répare littéralement tout seul pendant 200 ans. Et naturellement en plus. Quasi naturellement, ouais. Mais Euh, en fait, en fait, ces bactéries, elles peuvent être réveillées plusieurs fois. Si durant une époque, on a plusieurs fois des fissures dans un mur, ou on peut les réveiller une fois grâce à les infiltrations d'eau, et peut-être 10 ans plus tard, s'il y a de nouveau des fissures, une nouvelle infiltration d'eau,
réveillera les bactéries. Donc c'est en plus Exactement. un processus qui peut se répéter plusieurs fois. Absolument. Ouais, ouais. Ça peut se répéter tant que la bactérie est vivante, quoi. Elle se rendort dès qu'elle a fini son travail, ce qui est quand même assez pratique. Ouais, pour la petite histoire, il a déniché les bactéries dans des lacs alcalins de Russie et d'Égypte, dont le biotope ressemblait finalement pas mal à l'environnement extrêmement alcalin du ciment. D'accord. Bah écoute, avis aux architectes alors. Exactement, ouais. Non mais c'est super quoi. Ouais, écoute, une méthode naturelle, perpétuelle même, de réparer les murs. Ouais, quand Ouais, on dit que super. la maison de demain doit être un environnement vivant, là c'est littéralement vrai. Ouais. Toi, tu nous avais préparé quelque chose aussi en rapport Oh, avec l'énergie et le développement durable, en somme. oui, bon, c'est un grand mot, développement durable, mais est-ce que tu as déjà entendu parler de l'hygroélectricité? Donc hygro, Hygro, électricité. Écoute, je sais que l'hydro, c'est tout ce qui touche à l'eau, et puis l'électricité, mais voilà, j'affiche mon ignorance, je me réjouis d'en savoir plus. Non, en fait, quand on parle Ah non, hydro, c'est d'hygroélectricité, même pas vrai, c'est hygro, hydro, l'eau. Ouais, c'est pas ouais, hydro. c'est Ouais. hydrolo. C'est Ouais. Hygro. Alors je me tais, j'y connais rien du tout, je me réjouis de savoir. En fait, on parle d'une énergie alternative qu'on trouve dans l'air, plus précisément dans l'humidité de l'air. Ce qu'il faut savoir, c'est que bon, il y a de l'humidité dans l'air, donc il y a des gouttes d'eau minuscules dans l'air qui sont chargées en fait électriquement. Donc l'idée, il y a des chercheurs au Brésil qui sont en train de travailler sur un projet pour essayer de créer des sortes de collecteurs, de panneaux, comme des panneaux solaires un peu, mais pour essayer de transférer ces charges électriques qui sont dans les gouttes d'eau de l'atmosphère, de transférer cette électricité sur ces collecteurs. Et après, avec ces collecteurs, bah, évidemment, on pourrait alimenter en électricité une maison, recharger des voitures, faire toutes sortes de choses. Alors, en fait, l'hygroélectricité, c'est pas quelque chose de nouveau. Déjà, Nikola Tesla, un fameux inventeur du début du XXe siècle, qui avait inventé beaucoup de choses liées à Mhm. la radio, à l'électromagnétisme, qui, entre guillemets, n'avait pas, malheureusement pas été reconnu dans son temps, avait déjà fait des études sur ce phénomène des charges électriques qu'on peut trouver sur les gouttes d'eau dans l'atmosphère. Mais bon, c'est maintenant qu'on commence vraiment à s'intéresser, évidemment, avec tous les problèmes énergétiques qu'on a, à s'intéresser à cette source d'énergie. Et on s'est rendu compte, par exemple, que si on met des particules de silice dans un environnement très humide, on voit que la charge négative des particules de silice a tendance à augmenter. Et si, à l'opposé, on met du phosphate d'aluminium, la charge positive du phosphate d'aluminium dans des environnements très humides a tendance à augmenter. Ok. Donc, évidemment, ça nous inspire tout plein de choses, justement, comme j'ai dit, pour créer des sortes de panneaux hygroélectriques, pour essayer de collecter cette charge électrique à travers de particules ou autres, de matériaux. Mais bon, il faut aussi savoir qu'il faut pour que ce soit vraiment intéressant, il faut que l'environnement soit très humide. Donc, je pense que c'est plutôt des techniques qu'on va appliquer dans des zones de la planète comme les tropiques, où il y a beaucoup d'humidité. D'accord. Et c'est aussi lié aux éclairs. En fait, quand on voit des éclairs lorsqu'il y a du tonnerre, bah, les éclairs sont directement dus aux charges électriques justement qu'on trouve dans les gouttes d'eau. Et le fait de capter ces charges électriques via des collecteurs pour transformer ça en énergie pourrait aussi d'une certaine manière éviter certains éclairs dans des régions qui sont très sensibles aux éclairs et où ça crée un certain nombre de dégâts. Donc ça pourrait aussi éviter ce genre de choses. Ah, génial. Donc non seulement on peut récupérer l'électricité, mais en plus on évite la foudre. Ça fait un peu paratonnerre aussi, ouais. Top. Donc, d'une pierre deux coups. Ouais, c'est vraiment excellent. Et puis, c'en est à quel stade de développement, tu sais, c'est quelque chose qu'on arrive à reproduire en laboratoire uniquement ou on sait le faire grandeur nature? Non, alors j'ai pas de détails très précis. Grandeur nature, je crois pas. C'est une université brésilienne, évidemment. Au Brésil, c'est un pays, je pense, où il y a beaucoup d'humidité. Donc, Mhm. une université brésilienne est en train de développer ces collecteurs, ces sortes de panneaux pour collecter ces charges électriques.
Donc je pense que d'ici quelques mois, des premiers prototypes, ou peut-être il y a déjà des premiers prototypes, je suis pas sûr, mais je crois pas que c'est encore industrialisé, mais ça risque d'être pour bientôt. Ouais, super intéressant, c'est génial. C'est vrai que ça, c'est ouais, du développement durable comme pas deux, enfin de l'énergie super propre, quoi. Ouais, ouais, ouais. Ouais, Bon, on dérègle aussi un peu à quelque part en annulant les éclairs et en déchargeant électriquement des zones de l'atmosphère, on dérègle peut-être aussi un petit peu un écosystème, ça c'est à voir. ouais, bien sûr, Euh, effectivement. euh, Mais voilà, c'est quand même une énergie alternative intéressante. Et je pense qu'avec l'augmentation des voitures électriques prévues pour ces prochaines années, on va avoir peut-être voir de plus en plus de sources d'alimentation basées là-dessus, quoi. Ouais, bah, c'est vrai que le réservoir est pas infini, là, il faut qu'on commence ouais, à trouver d'autres sources intelligentes. Bah, super intéressant. Ouais, bonne news. Donc voilà, toi, tu as quelque chose d'autre encore? Ouais, écoute, est-ce que tu nous as préparé un dossier sur la théorie des cordes? Alors, pas encore, j'y pense. On a reçu un ou deux commentaires liés à ça avec une fameuse vidéo de Brian Greene qui nous parle de la théorie des cordes, une vidéo absolument fantastique et passionnante. La théorie des cordes, j'y pense. Je pense que ce sera pour la fin du mois ou dans deux, trois numéros. Ok, bon alors en attendant, Hein. je vais me lancer avec quelque chose de beaucoup plus prosaïque. Moi, je vais parler du bonobo. Tu, co- Oula, ouais, tu connais le bonobo? pas du tout. Alors, on attaque. Donc, on va commencer par un tout petit peu de linguistique, soyons fous. C'est qu'en anglais, il existe deux mots pour parler des singes. T'as les singes à queue, qu'on appelle des monkeys, et puis les singes sans queue, qu'on appelle des apes. Et les grands singes sans queue, les great apes, ou hominidés, constituent une famille qui compte aujourd'hui quatre genres. Donc, t'as le genre pongo, c'est-à-dire les orang-outans, le genre gorilla, le nom parle de lui-même, le genre pan, c'est les chimpanzés et les bonobos justement, et puis le genre homo, rien à voir avec l'orientation sexuelle, c'est juste nous autres, le genre humain. Alors je vais lancer un nouveau pavé dans la mare, je me rends compte que j'aime bien faire ça. L'homme ne descend pas du singe. Ah, mais ça, on le Boum, savait. c'est fait. Ah, Non, mais bon, ça, c'est pas nouveau, ça. d'accord, bah Ils ont moi un qui essayais ancêtre de commun. choquer. Non, l'homme et le sien, j'ai un ancêtre commun, mais Exactement, moi j'irais même plus loin, je dirais que l'homme est un singe. Ouais, je discutais récemment avec un ami qui me disait enfin, il trouvait qu'il faut avoir beaucoup d'imagination pour faire le rapprochement entre un homme et un chimpanzé. Ben, en fait, moi, je trouve plutôt qu'il faut faire preuve de beaucoup d'imagination pour ne pas faire le rapprochement. C'est-à-dire, si on demandait, par exemple, à un souriceau intelligent, ok, c'est pas très probable, mais admettons qu'il existe un souriceau très intelligent et très habile, on lui demande de créer un homme et un chimpanzé avec des bouts de pâte à modeler, bah finalement, ces ingrédients seraient un peu les mêmes, quoi. Ils s'y prendraient de la même manière. Il devrait faire deux pieds, deux jambes, faites d'un mollet, d'un genou, d'une cuisse, un bassin, un abdomen étroit, un torse, des glandes mammaires pectorales, ce qui est vraiment pas le cas chez tous les animaux, deux épaules, deux bras, deux coudes, des avant-bras, deux mains de cinq doigts avec un pouce opposable, des ongles, super intéressant les ongles, un cou, tous les animaux n'ont pas de cou, une grosse tête qui contient un gros cerveau, des oreilles un peu décollées, deux yeux intelligents installés dans une orbite osseuse, un nez, deux narines, une bouche contenant 32 dents, une langue rose, bref. Au niveau de la reproduction de l'espèce, ben, des accouplements possibles tout au long de l'année, ce qui n'est pas le cas non plus chez tous les animaux, des grossesses qui produisent en général un seul petit, rarement des jumeaux, et puis ben, presque toujours dans la douleur, en tout cas chez l'humain. Et puis ça c'est pour la partie visible. Je parle même pas de la similitude au niveau du squelette, des organes internes, des systèmes nerveux et musculaires. Puis il se trouve qu'au niveau génétique, une étude gigantesque conduite en 2005 par plus de 18 institutions dans 5 pays, qui consistait à mettre côte à côte en fait chaque gène du génome humain et de celui du chimpanzé, et de chercher les différences, a conclu que l'homme et le chimpanzé partagent 99% de leur patrimoine génétique. 99% pour nos amis qui subissent les grèves en ce moment. C'est énorme, ça veut dire que les quelques différences tiennent dans un ridicule petit pourcent. Le Ouais. chimpanzé est plus proche de l'homme que du gorille ou de l'orang-outan.
Ça remet un peu les choses en perspective, hein. Bon, pour être tout à fait honnête, ce chiffre de 99%, aujourd'hui, il est un peu controversé. On l'a vu, les preuves scientifiques ne vivent jamais bien longtemps. Mais bon, de toute façon, on tergiverse sur des zéros après la virgule, hein. L'ADN de l'homme et celui du singe, du chimpanzé en l'occurrence, restent extrêmement proches. Donc les différences, quand on y pense, elles sont pas vraiment si nombreuses, hein. On a le museau un peu plus aplati, nous autres. On a moins de poils, en tout cas en général, il y a des exceptions. On s'est parfaitement adapté au bipédisme, on a un plus gros cerveau, on a un système phonatoire qui nous permet de parler, et puis on a cette capacité un peu particulière de se mettre à la place de quelqu'un qui se met à notre place, enfin, la pensée abstraite, quoi, qui n'est pas donnée à tout le monde. Mais pour autant, on n'est pas plus évolué que le chimpanzé, comme tu le disais, on a un ancêtre commun. Chacun d'entre nous est la lignée du chimpanzé et la nôtre, s'est adapté au mieux aux conditions de son environnement. Depuis l'existence de cet ancêtre commun, depuis que les deux voies se sont séparées, on pense que c'était il y a 5 à 7 millions d'années, on va dire 6 pour faire un chiffre rond. Et on peut dire qu'on a eu l'occasion de changer. 6 millions d'années, ça représente 400 000 générations côté chimpanzé, et puis 383 000 générations, j'ai fait le calcul, côté humain, parce qu'on estime que depuis environ 1 million d'années, les générations humaines se sont rallongées, et elles durent à peu près 20 ans, alors qu'une génération de chimpanzés, comme une génération d'anciens humains, est d'environ 15 ans. Et bon, tout ça est fascinant, mais l'évolution humaine n'est pas le sujet du jour. Le sujet, c'est le bonobo. Alors, le bonobo, c'est qui? On l'appelle aussi chimpanzé nain, ou Pan paniscus. C'est le cousin germain du chimpanzé commun, ou Pan troglodyte. Et le bonobo se distingue notamment de son cousin par une face plus sombre et par une bipédie plus fréquente. Donc, en général, il se promène sur ses deux pattes arrière. Et le bonobo serait également un peu moins intelligent que son cousin, ce qui serait compensé par un comportement social moins agressif que chez le chimpanzé. Lui-même moins intelligent que nous et moins agressif que l'homme. Je trouve la corrélation super intéressante. Mais bon, je digresse de nouveau. Ce qui est super intéressant chez les bonobos est vraiment instructif pour l'homme, c'est leur organisation sociale. L'article de Wikipédia à cet égard est super intéressant. Je cite, copier-coller. Chez les bonobos, les relations sexuelles, feintes ou réelles, sont plus souvent utilisées comme mode de résolution des conflits, à côté des mécanismes de domination traditionnels. Donc les études suggèrent que 3/4 des rapports sexuels entre les bonobos n'ont pas des fins reproductives, mais sociales. Accessoirement, petit détail intéressant, presque tous les bonobos sont bisexuels. Donc des scientifiques ont appelé cette méthode d'accouplement le sexe convivial. Ils copulent en moyenne 8 fois, 10 secondes par jour. Donc c'est pas long, mais c'est souvent. Et bisexuel aussi, t'as dit. Exactement, ouais. C'est-à-dire que le but n'est pas uniquement la reproduction, le but c'est d'apaiser les conflits. Enfin, ils se servent de la relation sexuelle comme d'un moyen de régler les problèmes sociaux. Donc des problèmes sociaux, il n'y en a pas qu'entre mâles et femelles, il y en a aussi entre mâles et mâles, entre femelles et femelles. Donc ils sont pas regardants, les bonobos, ils s'en foutent, quoi. Et par exemple, il est courant qu'un membre du groupe pratique des actes sexuels juste dans le but de plaire à un autre membre ou, comme je le disais, pour réduire les tensions sociales. Par exemple, un individu subordonné, parce que il y a quand même dans les sociétés de bonobos cette hiérarchie, il y a des dominants et des dominés. Donc un individu subordonné peut utiliser des actes sexuels pour calmer un autre individu plus fort ou plus agressif. Et si la fréquence des rapports est exceptionnelle dans le règne animal, même les lapins n'y vont pas si fort, est supérieure à celle de tous les primates, les accouplements sont rapides et furtifs, sans aucune espèce de geste préparatoire, et durent en moyenne qu'une quinzaine de secondes. Et leur seul tabou sexuel serait l'inceste. À côté de ça, tout est permis. Donc, à côté des pratiques sexuelles variées, dont la sexualité orale, le baiser avec la langue, les rapports homosexuels, on l'a vu, le bonobo serait l'un des seuls à pratiquer, comme l'humain, ce qu'on appelle très poétiquement le coït ventro-ventral, c'est-à-dire la position du missionnaire, quoi, le face-à-face. D'accord. Et en fait, ce bonobo, dans quelle région du monde on le trouve, tu sais? Oui, alors on le trouve en Afrique, sur les bords du fleuve Congo. Donc on le trouve en République démocratique du Congo,
Euh, et ben, à cause des problèmes, des problèmes sociaux qui existent sur place, et comme il est clairement pas la priorité des gens qui ont eux-mêmes d'autres soucis, il est menacé aujourd'hui, il est en voie de disparition. Mais enfin, ouais, c'est pas c'est pas le sujet que je comptais aborder. En fait, je reviens à l'organisation sociale des bonobos. Euh, en captivité, elle est particulièrement intéressante. Elle présente une autre particularité, c'est-à-dire que la paix du groupe est également maintenue par l'existence d'un bouc émissaire. C'est un truc qu'on voit chez les enfants dans les écoles. T'en as toujours un qui se fait taper dessus. Bah, c'est la même chose chez les bonobos. Et lorsqu'un groupe de chercheurs a retiré un bonobo blessé et frappé par les autres membres du groupe, quand il l'a retiré du groupe, ben, une accentuation de la violence et une baisse de la sexualité ont pu être remarquées. Puis à contrario, quand on le remet dans le groupe et qu'il se refait taper dessus, ben, tout rentre dans l'ordre, la paix du groupe est réinstaurée. Donc tout le monde se décharge sur lui et puis ça instaure au sein du groupe une sorte de bien-être. Exactement. C'est un Ouais. peu comme chez l'homme, ouais, chez les enfants, comme tu dis, quoi. Ouais, effectivement, dans les open space, ça arrive aussi. Et Ah, oui, pardon. non, je sais pas, continue, je t'écoute attentivement. Donc voilà, je continue à piquer du contenu sur Wikipédia. Dernier petit paragraphe. Takayoshi Kano, j'espère que je massacre pas son nom, de l'Institut de primatologie de Kyoto, a commencé en 1973 à étudier les bonobos dans leur milieu, parce qu'on les avait beaucoup étudiés en captivité jusque-là. Et dans son livre The Last Ape, le dernier grand singe, ben, il oppose sans arrêt le chimpanzé, brutal et jaloux, au bonobo, pacifique et libertin. Puis selon lui, bah, il va un peu plus loin en tirant des parallèles. Il pense que la société humaine serait née d'une liberté sexuelle comparable et non de l'agression. Et de même, Deval, un éthologue spécialisé dans le domaine, parle d'une espèce qui fait l'amour, pas la guerre. Ah ouais, c'est joli ça. Ouais, bon, l'article met également en garde quant à l'idéalisation des sociétés de bonobos. On a tendance à en faire une espèce de mythe, quoi, d'un modèle social un peu flower power. Et ce modèle ne colle pas toujours à la réalité. Quand les bonobos se battent, bah, ils font pas dans la dentelle. Ils visent directement les parties génitales, en particulier les testicules des mâles. Ça fait un peu froid dans le dos, mais enfin, ça a sans doute le mérite d'être efficace. Et si un mâle étranger à la tribu a la mauvaise idée de passer par là, bah, il se fait tout simplement massacrer par les mâles de la tribu. Donc ils ont un modèle de politique d'immigration qui est pas franchement peace and love non plus. Peut-être avec un petit peu d'ocytocine, ils accepteraient mieux les nouveaux venus, non? Ouais, peut-être que ça calmerait un peu leurs ardeurs là. Mais bon, le modèle est intéressant quand même. Oui, peut-être encore une petite précision. La plupart des sociétés bonobo observées fonctionnent sur le mode matriarcal. C'est-à-dire en résumé que même s'il existe aussi une hiérarchie chez les mâles, ce sont les femelles qui ont le dernier mot lors des conflits. La position hiérarchique de chaque mâle, d'ailleurs, est déterminée par le statut de sa mère. Et mieux, on vient de découvrir, il y avait un article là-dessus dans les publications scientifiques la semaine dernière, on vient de découvrir que les mères des jeunes mâles moins bien lotis interviennent pour qu'ils aient aussi leur chance de se reproduire et d'assurer une dépendance. Donc l'envie d'être grand-mère serait plus forte que tout. Enfin, heureusement que le parallèle s'arrête là. Je sais pas si t'imagines les mères, les mères humaines qui commenceraient à jouer les entremetteuses. Non, Ouais, allez, j'ose ouais, pas allez. imaginer. On va pas en dire plus sur les mères, on les a déjà assez maltraitées avec, avec l'accouchement, je me tais. Il n'y a pas de parallèle donc entre les entremetteuses, les mères humaines et les bonobos. Donc voilà, moi je voulais juste faire ce petit sujet, ben, un, pour être un peu moins abstrait que la semaine dernière. Deux, parce qu'il nous a été soufflé à demi-mot par une auditrice, et puis on a vraiment envie d'ouvrir ces sujets aux suggestions de notre auditoire. Et puis trois, pour montrer, ben, une fois encore, que la science, c'est pas forcément des maths et de la physique, c'est pas forcément des trucs super compliqués étudiés en laboratoire, mais que les champs d'application et d'investigation sont plus variés encore que ce qu'on peut imaginer. La science cherche à expliquer l'origine du cosmos, l'origine de la vie, et pour cela, ben, elle décortique aussi bien les petits riens qui font notre quotidien et qui font celui de nos lointains cousins, les bonobos. En observant Eh, les sociétés animales... Oui, pardon.
Non, mais c'est ça que je voulais dire. En observant les sociétés, en l'occurrence, là, chez les singes ou chez les bonobos, on voit vraiment des choses intéressantes qui se rapprochent beaucoup de pratiques de société qu'on a chez nous, les hommes, quoi. C'est vraiment intéressant, quoi. Ouais, bah ouais, je crois qu'on en apprend beaucoup sur nous finalement Ouais, ouais, avec ce exactement. miroir naturel. Exactement. Ouais. Et puis bah, je pense que ça nous demande aussi une sacrée dose de modestie, quoi, que de faire D'humilité. d'humilité, voilà, que de faire ces observations bah, avec patience, rigueur, honnêteté, de manière systématique, et puis surtout sans partir d'un sentiment de supériorité. La société, enfin les sociétés humaines, le genre humain en tant qu'espèce connaît un certain succès, mais c'est pas pour autant qu'on est supérieur aux autres, qu'on est simplement bien adapté à notre environnement. Enfin pour preuve, quoi, on l'adapte à nos besoins. Aujourd'hui, on a même un peu transgressé les lois de la sélection naturelle. Savoir si c'est bien ou pas, ça c'est encore un autre débat. Je pense qu'on aura l'occasion dans d'autres podcasts de revenir peut-être un peu sur ces problèmes qu'on appelle éthologiques de comportement chez les animaux. Parce que moi, je vois souvent des news passer, et souvent sur les singes d'ailleurs, sur des études, des comportements assez surprenants qu'ont les singes. Donc je pense que c'est pas la dernière fois qu'on va parler des singes et des relations sociales chez les animaux. Ouais, tout à fait. Ok, l'heure tourne. Alors, je crois qu'on On arrive au avance. bout, ouais, facilement là, hein. On va pas faire trop long. Alors, moi j'ai toujours ma petite quote. On avait instauré Ah, ça la semaine passée, une petite quote hebdomadaire. Alors, cette quote, elle est de Albert Einstein. Alors, bon, c'est pas la première fois, ce sera pas la dernière fois, je pense que je vais faire une quote d'Albert Einstein parce il a dit beaucoup de choses et il a dit beaucoup de bonnes choses. Alors peut-être que celle-ci, un certain nombre d'entre vous l'auront déjà entendue, mais c'est pas grave, je la trouve vraiment bien. Alors, elle est en anglais, alors je te laisserai peut-être essayer de la traduire, Dr. Fun, euh, Professeur Fun. ok, on va essayer. Alors, ça va comme ça. If you can't explain it simply, you don't understand it well enough. D'accord, sympa. Si vous n'arrivez pas à l'expliquer simplement, c'est que vous ne le comprenez pas suffisamment bien. C'est ça? Voilà, exactement. Alors, c'est tout le défi qu'on s'est donné avec ce podcast, finalement, non? Ouais, ouais. Effectivement, ça fait réfléchir. Donc, je- Si vous avez mal compris certains des sujets qu'on a traités, ben, c'est qu'on les aura pas assez bien compris. c'est qu'on les Voilà. aura pas assez bien compris nous-mêmes. Eh ben, ambitieux programme. Écoute, si on doit tout comprendre pour réussir à le retranscrire simplement, je sais pas, ça me fait un peu peur du coup. Je me dis que ouais, des plus intelligents que nous se sont déjà cassés les dents sur ce genre de problématique. Ah, mais je crois que ça, c'est vrai. Il y a pas besoin de rentrer dans des grosses formules, des grosses équations. En ayant un petit degré d'abstraction, on arrive finalement à expliquer les choses assez simplement. C'est en tout cas ce qu'on va essayer de faire. Ouais, je suis assez d'accord. Bah voilà, si Einstein est avec nous, on a le vent en poupe. Excellent, bah super, ouais, excellente côte. Que je découvre en même temps que les auditeurs d'ailleurs. Tu l'avais jamais entendu celle-là? Euh, écoute, je crois que j'ai dû l'entendre, mais Peut-être pas je m'en sous cette souvenais pas. forme. Pas Ouais, sous et cette- puis j'aurais pas su la rattacher à Einstein en fait. Ouais. D'accord. Donc ouais, c'est Ok. super intéressant. Alors moi je voulais encore juste dire une toute petite chose pour nos auditeurs lausannois, un petit plug culturel. Il y a une expo en ce moment au Palais de Rumines sur l'évolution, et également sur l'évolution de la théorie de l'évolution, qui s'appelle Oh My God. Je l'ai pas vu moi-même, je vais essayer d'y aller parce que c'est les derniers jours. Ça s'arrête le 25 septembre, mais ma fille est allée avec l'école et puis elle est revenue complètement enchantée. Elle m'a expliqué que si on séparait des Tubix, donc c'est des créatures virtuelles simplifiées qui ont été inventées pour l'expo, si on sépare deux groupes de Tubix et puis qu'on les laisse vivre leur vie dans leur coin isolés, eh ben, au bout de quelques générations, on
n'a plus que des TubeX, mais on a des TubeX d'un côté, des CubeX de l'autre, qui sont un peu différents, qui sont adaptés à leur environnement, qui peuvent plus se reproduire entre eux, et qui sont donc une nouvelle espèce. Puis elle m'a raconté ça avec un tel enthousiasme que je me suis dit, waouh, bingo, alors là, mission accomplie. Réussir à expliquer l'évolution avec des termes simples et puis en suscitant l'enthousiasme comme ça, c'est... Ouais, je trouve que c'est un joli pari qui a l'air d'être Et c'est dirigé aux réussi. enfants, cette exposition, spécialement ou pas forcément? Pas forcément, non, pas forcément, c'est pour tous. Donc ouais, moi, j'ai très envie d'y aller, c'est jusqu'au 25 septembre, si jamais, dépêchez-vous. Ok, super. Alors, Bah, on en reste là pour cette semaine? je crois qu'on est arrivé au bout de ce deuxième podcast et on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Cool, bah écoute, D'accord. on se réjouit. Alors à bientôt Alan. Toute bonne semaine, Merci, à tout ciao. bientôt, ciao!